Je ne sais toujours pas quoi mettre comme générique. Salut, aujourd'hui on est le 21 novembre 2025, il est 22h35. Donc après tout ce temps perdu, j'ai pas le temps de vous tourner une vidéo en entier. J'ai le temps de faire l'intro aujourd'hui, le reste ça sera demain ou peut-être après, je sais pas, mais avant le 29 c'est sûr, dernier délai. Ça se voit ou pas que je cache ma colère encore? Bon ben on va essayer de bluffer, de faire poker face, de présenter au moins l'intro aujourd'hui, puisqu'il fallait que ça soit tourné le 21. Je voulais que ça soit tourné le 21. Et donc, entre autres, on va parler de ma présentation de My Yamaha, pourquoi je m'appelle My Yamaha et que je vais peut-être changer de nom prochainement. Et ensuite, on parlera des motoneiges, bien sûr, parce qu'on arrive en hiver, donc on va parler de motoneige. Et on verra peut-être le reste. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de sujet, mais je suis capable sans avoir de sujet de but, je suis capable de parler 40 minutes, donc on verra ce que ça donne. Tant pis, on fera avec ce qu'on a, hein. Allez, on va attaquer tout de suite avec la partie qui a été tournée demain. On va continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22. Voilà, j'ai pas pu tourner hier, mais c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il faut que la vidéo sorte le 29. Et donc aujourd'hui, on est le 22. On a à peu près une semaine à peine, parce qu'il faut que ça soit terminé la veille, de toute façon. Dans tous les cas, il faut que la vidéo soit terminée la veille. Donc le 28 au plus tard. Ça nous laisse le temps de faire le montage de toute façon. Alors, cette vidéo va traiter de quoi? En fait, un peu fourre-tout, je pense. Mais ne partez pas tout de suite. Si ça vous intéresse vraiment. Parce que je vais parler de... peut-être un peu de mon histoire, de pourquoi je me suis appelé My Yamaha. Et pourquoi je vais peut-être changer de nom prochainement. Alors j'avais dit soit le 1er décembre, soit le 1er janvier, on verra. Mais je vais très certainement changer le nom de la chaîne, en tout cas de moi, ma Yamaha et mes nounours. Je trouve que ça me correspond plus trop, même si j'ai toujours les nounours. Et puis, je sais pas. Non, je pense que je vais changer pour Albertus ma Yamaha. Gardez le nom ma Yamaha parce que c'est comme ça qu'on m'identifie quand même. Mais en fait, Albertus, c'est censé être mon vrai nom. Enfin, c'est pas mon vrai nom, mais c'est censé être le nom de la personne derrière la star. C'est Albertus ou Matisse Albertus à la rigueur. Mais je trouvais que Albertus, ça m'allait bien comme nom. C'est un nom qui sonne un peu latin, tu vois. Je voulais un nom latin qui passe partout, quelque chose comme ça. Et donc Albertus, ça sera le nom de la vraie personne derrière tout ça, qui a plusieurs projets, qui a le projet My Yamaha et d'autres projets sous d'autres noms certainement. Je sais plus, mais Albertus, c'est ce qui lie tout ça, c'est la personne qui est derrière tout ça, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne derrière tout ça, et c'est moi. C'est moi qui suis à la... Enfin, qui arrive à faire tout et qui a toutes les branches de la chaîne. Et c'est pour ça qu'il y a autant de bordel sur la chaîne, c'est que... il y a tout, en fait. Et c'est vrai que j'ai peut-être fait l'erreur de ne pas créer plusieurs chaînes, mais en même temps, je ne sais pas trop comment on fait des chaînes secondaires. En fait, on va en arriver là, c'est que ma chaîne, elle a été créée en fait le 12 avril 2014. Enfin, en 2014, en tout cas, il y a très longtemps. Mais il n'y avait pas de vidéo, c'était juste mon compte YouTube basé, je crois, sur mon adresse Gmail ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais c'était mon compte YouTube de l'époque, quoi.
qui avait mon vrai nom. Donc ceux qui connaissent mon vrai nom, qui ont la chance de le savoir. Je sais pas si je le dévoile tout de suite parce que je sais pas. C'est pas, de toute façon, tout se sait un jour. C'est pas parce que j'ai peur de, voilà. Mais c'est surtout que j'ai du mal à l'assumer, mon vrai nom. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai du mal à l'assumer professionnellement et publiquement en quelque sorte, alors que voilà. Et je m'identifie plus au nom Albertus maintenant, c'est pour ça. Ou Albert, ou Mathis Albert, ou Mathis Albertus. Mais il y a un truc avec le prénom Albert, c'est pour ça en fait. Il y a un truc avec Albert. Je vous dirai peut-être pas trop parce que ça touche un peu à ma famille aussi, l'histoire du nom Albert. Et donc en 2014, j'ai créé mon compte YouTube de mon vrai nom. Donc mon vrai nom c'est Mathis Petrus, mais je voulais pas trop être identifié à Petrus qui en fait, c'est le nom de plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui s'appellent Petrus. C'est le prénom Pierre en latin, Petrus. Mais c'est surtout une bouteille de vin, un des vins les plus chers qui coûte 2500 à 3000 euros la bouteille. Donc voilà. Et je voulais pas trop qu'on m'identifie à ça, c'est pour ça aussi. En famille, je veux bien parce que accessoirement, c'est le nom de toute ma famille, du coup, hein, puisque c'est mon nom de famille. Mais, euh, mais je voulais pas trop qu'on m'identifie à ce nom-là, en fait. Je voulais garder. Et du coup, j'ai pris Albert, donc pareil pour des raisons familiales, mais parce que j'aime bien ce prénom aussi, Albert. Ça fait certes un peu vieux, mais je dis que c'est le prénom que je devrais porter logiquement, c'est pour ça. Et donc, Albert Petrus, on contracte ça en Albertus. En fait, ça vient de là, je pense. Et en même temps, c'est Albert en latin. J'avais déjà utilisé le nom Albert Mayamaha aussi, je crois, je sais pas pourquoi. Et ben Albertus Mayamaha. En fait, je sais pas trop encore comment je vais appeler le nom de la chaîne. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Soit Albertus Mayamaha écrit dans tous les cas Albertus Mayamaha, mais est-ce que ça va être Albertus avec juste la première lettre de chaque mot en majuscule? Est-ce que ça va être Albertus Mayamaha écrit tout en majuscule? Parce que j'ai souvent coutume de l'écrire tout en majuscule sur les pochettes d'albums, surtout parce que je suis également chanteur et un peu musicien. Enfin, je fais des chansons, quoi. Et donc, sur les pochettes des singles et des albums, c'est vrai que je l'écris, le nom Mayamaha, je l'écris tout en majuscule. Et donc, est-ce que ça va être écrit tout en majuscule? Est-ce que ça va être écrit Albertus, virgule, Mayamaha? Est-ce que ça va être écrit Albertus / Mayamaha? Est-ce que ça va être écrit Albertus, espace, trait d'union, espace, Mayamaha? Ou est-ce que ça va être simplement Albertus, espace, Maya, espace, Maha, comme... en fait, je pense que c'est comme ça que je vais l'écrire. Je vais pas mettre de trait d'union, de slash, de virgule, je vais mettre juste Albertus Mayamaha. Ça sera le plus simple à mon avis. Et puis pareil, le lien de ma chaîne, c'est moi, Mayamaha et mes nounours, tout attaché. Je crois que c'était même écrit à l'origine moi, Mayamaha et mes nounours 1867. En fait, c'est un petit code pour éviter qu'il y ait de l'homonymie, de la confusion. Ils mettent quelques chiffres en plus. Comme ça, si par exemple il y a plusieurs Mathis Albertus, il y en a un qui va porter un numéro, par exemple 1867, et l'autre qui a le même nom, ça va être un autre chiffre. C'est pour éviter l'homonymie, parce que sur les adresses comme ça, il ne faut pas qu'il y ait d'homonymie, sinon ça renvoie au même lien. Et donc pour l'un d'entre eux, ça va renvoyer au mauvais lien. Je pense que ça sera Albertus Mayamaha, tout simplement. Peut-être 1867, ça m'a fait penser à 1967 pourtant, pour le coup, puisque c'est une date que j'aime bien. Enfin, je sais pas. Voilà.
En référence à, oui, la période hippie, le Summer of Love, Sgt. Pepper et tout ça. 1967, quoi. Voilà. Et puis aussi, je connais des gens qui sont nés en 1967, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et je pense que ça n'a aucun lien, c'est juste une date de naissance parmi tant d'autres. Pour le tour, donc, en gros, ma chaîne, je l'ai créée sur la base de mon compte YouTube qui existait déjà depuis 2014, d'où le nom. C'est pour ça que c'est écrit dans la description de ma chaîne, actif depuis le 12 avril 2014. Et ça, tu peux pas le changer parce que c'est la date de fondation du compte. Par contre, dans la description de moi que j'ai mis, j'ai mis, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai mis chaîne réellement active depuis le 22 mars 2022, je crois, ou 23 mars 2022. Je crois que c'était le 23 mars 2022, puisque c'est le jour de mes 18 ans. Voilà, vous en savez encore plus sur moi de ma date de naissance, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, les gens connus, on connaît tous leur date de naissance et leur vrai nom. En fait, à l'origine, j'avais l'idée de créer ma chaîne depuis assez longtemps, enfin peut-être depuis 2020, je sais pas. Et en même temps, c'est peut-être ce qui m'a aidé à me tirer un peu de... Enfin, je sais pas. Ça m'a aidé peut-être à plus parler devant le micro, mais de façon indirecte. Euh, Parce que je sais très bien faire des vidéos et des messages comme ça indirects. Par contre, j'ai beaucoup de mal à parler aux gens dans la rue. J'irai pas voir les gens comme ça. C'est si eux viennent me voir, en général, je sais répondre, mais j'irai pas de moi-même en général. C'est plutôt ça. Euh, je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est un de mes gros problèmes en quelque sorte. Enfin, de mes principaux handicaps en quelque sorte de pouvoir parler à des gens. Alors après, ça dépend si c'est pour aller faire des petites courses, aller à la boulangerie et tout ça, ça je sais me débrouiller. Mais peut-être pour des trucs plus complexes, j'ai plus de mal. Ouais. Donc voilà, on en est là. Et donc j'avais envie de créer une chaîne depuis assez longtemps. Hein. Je m'amusais à faire des reportages comme soit des reportages de radio, soit des... Enfin, je parlais tout seul en gros, mais comme si je m'adressais à une radio, comme si je m'adressais à une chaîne de radio ou de télé, je sais pas trop. Et puis j'avais envie de faire des vlogs, en quelque sorte, des chaînes de vlogs. Alors ma chaîne, oui, c'est plus une chaîne de vlog en quelque sorte, même si c'est très tourné sur la moto, puisque c'est mes principales passions, la mécanique en général. Et donc c'est pour ça. Mais sinon, c'est la chaîne de moi, c'est la chaîne d'Albertus, du coup, qui a également le projet musical My Yamaha et d'autres trucs sous peut-être d'autres noms, mais Albertus, c'est le nom de la personne derrière tout ça, en fait, en gros. Et c'est pour ça que je vais prendre certainement le nom Albertus. Mais la chaîne s'appellera de toute façon, je pense, Albertus Mayamaha, parce que on arrive à... En fait, je sais pas pourquoi, mais je voulais attendre mes 18 ans pour vraiment... Je pense qu'on peut créer une chaîne YouTube avant 18 ans. Il me semble qu'il faut avoir 13 ans, sauf pour les chaînes qui sont soi-disant pour les enfants. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a un truc jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, c'est considéré pour les enfants, quoi, en gros. Ce qu'ils appellent toutes les vidéos pour les enfants, là. Mais ce qui est chiant, c'est que les vidéos pour les enfants, ça bloque les commentaires. Donc en fait, même si tu fais des vidéos pour les enfants ou pour les jeunes en général, faut pas mettre qu'elles sont pour les enfants parce que sinon il n'y a plus du tout de commentaires et c'est dommage. Et puis je sais plus, il y a un autre truc que tu peux pas faire, c'est que tu peux pas partager la vidéo ou je sais plus, il y a un truc que tu peux pas faire dans les trucs pour les enfants. Donc, après, je comprends tout à fait qu'il faut des contenus pour les enfants et de protéger les enfants en quelque sorte, ça oui. Mais voilà.
Donc ils te le demandent à chaque fois quand tu mets en ligne une vidéo, ils te demandent si c'est pour les enfants ou pas, en fait. Voilà. Et en fait, ce qu'ils appellent enfant, c'est en dessous de 12 ans. C'est jusqu'à 12 ans, je crois. Ensuite, parce qu'ensuite, en fait, tu as les tranches d'âge sur les statistiques de vue. J'ai les tranches d'âge en dessous de 12 ans, ensuite entre 13 et 18 ans, puis entre 18 et 24 ans, je crois. Entre 24 et 34, entre 25 et 34, etc. Jusqu'à plus de 65 ans. Après, c'est les plus de 65 ans. Et je crois qu'effectivement, dans les tranches d'âge qui regardent le plus mes vidéos, j'ai surtout des 18 à 24 ans, mais aussi des, je crois, 44 à 54 ans, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça, et ça correspond à plus ou moins l'âge de mes parents, mais est-ce que... Parce que vu le nombre de statistiques, maintenant je commence à avoir pas mal de vues. Enfin, pas mal. J'en ai un peu moins qu'à une époque, mais j'ai en moyenne 160 vues par jour. Si on prend la moyenne des 28 derniers jours, j'ai enregistré, je crois, 4600 vues en 28 jours. Et ça fait une moyenne de 160 vues par jour à peu près. 167, je crois exactement. Mais c'est très fluctuant, ça oscille entre 100 et 300 vues par jour parfois. Enfin, ça dépend. Mais en moyenne, on a baissé puisqu'à un moment, on dépassait les 5000 vues en 28 jours. Et je crois qu'au pic, on atteignait jusqu'à 7000 vues en 28 jours. Au moment où j'étais le plus regardé. Mais ça dépend des périodes. Je ne sais pas si je suis moins regardé l'hiver, c'est possible. Je sais que les statistiques ont tendance à baisser, surtout la semaine de Noël, parce que forcément, c'est la semaine où les gens sont en famille, donc ils regardent moins YouTube, hein, le jour de Noël surtout. J'avais regardé le 25 décembre pile, j'ai un creux comme ça et après ça remonte. Il y a une année, ça avait fait ça en tout cas, effectivement. Donc voilà. Donc j'ai attendu mes 18 ans et je dis c'est plus ou moins le jour de mes 18 ans. Donc en vrai, mon anniversaire c'est le 23 mars. Mais la première vidéo, enfin le nom de la chaîne et la photo de profil ont été mises en ligne le 21 mars précisément. Le 21 mars 2022. Et la toute première vidéo a été mise en ligne le samedi qui suit en fait, parce que à l'origine je voulais faire des vidéos tous les samedis à 8h à peu près, et ça tient toujours aujourd'hui. On va en parler plus tard des vidéos bonus. Et donc, le samedi 26, alors c'est pas à 8h, je crois que c'est plus à 18h le temps d'importer la vidéo parce que je savais pas trop comment faire. Et donc elle est sortie le samedi soir en fait. Mais par la suite ça a été le samedi à 8h parce qu'on peut les programmer. J'ai découvert ensuite qu'on pouvait les programmer. Je suis vraiment parti de rien, moi j'y connaissais pas grand chose. Et voilà. Le premier week-end suivant la sortie de la première vidéo, j'ai atteint 8 abonnés. J'en avais déjà 3 avant de changer le nom de la chaîne. Donc il y en a peut-être 3 qui savent déjà mon vrai nom, je sais pas, en plus de ma famille. J'avais déjà 3 abonnés, voilà, sans avoir de vidéo. Et ensuite, j'en ai eu 8. Puis ensuite, j'ai eu très longtemps 11 abonnés pendant tout le mois d'avril 2022. Et on est vraiment parti comme ça de pas grand-chose et c'est monté graduellement jusqu'à atteindre les 458 abonnés aujourd'hui, je crois. On est à 458 abonnés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs spécialement pour les 450 abonnés où je présente près d'une centaine de chaînes. C'est pour ça que la vidéo est aussi longue, parce que je suis abonné à plus d'une centaine de chaînes, 108 pour être exact. Et donc, je ne les présente pas toutes, je présente que les chaînes qui sont dans le thème de la moto et des motorsports, des sports motorisés, quoi. Et je ferai certainement un épisode pour présenter les chaînes de van life ou voyage ou de découverte en quelque sorte. Mais la plupart des chaînes où je me suis abonné, c'est en général en rapport avec la mécanique ou alors en rapport avec d'autres choses que j'aime bien forcément.
Et après, effectivement, il y a eu les chaînes de van life, parce que je m'intéresse à la van life depuis, ça va faire 1 an à peu près. Et aujourd'hui, j'ai sorti plus de 600 vidéos en 3 ans et demi, presque 4 ans. Ça va faire 4 ans en mars 2026, mais de toute façon, comme tous les moments au mois de mars, tous les anniversaires de ma chaîne et à l'occasion mon anniversaire du coup, eh bien, je fais un bilan, je fais un truc comme ça sur la chaîne. Donc je fais un bilan annuel quoi, tous les ans. Donc là ça va faire 4 ans et je pense qu'on aura, je vise les 500 abonnés, je sais pas si on les aura, mais je vise les 500 abonnés pour mars prochain. Je sais qu'on en est capable. Donc on vise les 500 abonnés pour mars 2026. Sachant que cette année, on avait 370 abonnés, je crois, au mois de mars, ou 360 peut-être, je ne sais plus. 360 ou 370. Et en mars 2024, on avait 209 abonnés, je crois. En mars 2023, on avait 75 abonnés au bout d'1 an. Donc, dans l'ordre, au bout d'1 an, on avait 75 abonnés. Au bout de 2 ans, on avait 200 abonnés. Au bout de 3 ans, on avait 360 abonnés à peu près. Et au bout de 4 ans, on en aura certainement 500. J'en sais pas encore, mais je vise les 500. Donc voilà. Il y a une année, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, début décembre. Je crois qu'elle était sortie le 1er décembre. Je sais plus quelle année c'était, mais c'était l'année des 50 abonnés, donc je sais plus. 2022, 2023 peut-être, je sais plus. Non, ça devait être décembre 2022 alors. Où j'avais atteint les 50 abonnés et j'avais sorti 100 vidéos. Ouais, à l'époque. C'était la 100e vidéo tout pile, je crois, et j'avais tout pile 50 abonnés à ce moment-là. Et j'en avais 54 exactement au Nouvel An, je crois. Au Nouvel An 2023, du coup, j'avais 54 abonnés. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de vidéos bonus que de vidéos habituelles du samedi, en gros. Mais les vidéos, de manière générale, à quelques exceptions près, je les sors toujours à 8 heures le matin pour pouvoir en profiter toute la journée. Donc le samedi à 8 heures pour les vidéos les plus importantes, entre guillemets, même si c'est pas toujours le cas dans les faits, mais bon. Et le reste, les vidéos dites bonus, ça peut être à n'importe quel autre moment, mais c'est très souvent les mardis et les jeudis. C'est-à-dire qu'on a un rythme d'à peu près 3 vidéos par semaine. Souvent c'est ça, mardi, jeudi et samedi. Et alors souvent, je ne sais pas pourquoi, mais souvent j'évite de sortir des vidéos le dimanche. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est pas parce que c'est dimanche que c'est le jour non travaillé, en gros, que c'est le jour de repos. Ça, en vrai, j'ai pas vraiment de jour de repos, j'ai pas vraiment de dimanche, j'ai pas non plus de jour de travail véritablement. Enfin, c'est un peu, voilà, un peu quand je veux, quoi. Mais il y a quelque chose quand même, il y a un rythme. Et pour moi, c'est tous les samedis à 8 heures. Et en fait, je compte surtout en fait en haute semaine et en basse semaine. Pour moi, la haute semaine, c'est samedi, dimanche et lundi. Et la basse semaine, c'est tous les autres jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite, il y a les jours fériés ou jours importants. Alors Noël, bien sûr, pour moi, c'est la fête la plus importante de l'année. Ensuite, on a éventuellement Pâques, un peu toutes les fêtes chrétiennes finalement, les fêtes du calendrier. La plupart des fêtes du calendrier chrétien occidental en quelque sorte. Et ensuite, on a les fêtes qui dépendent que de moi, donc qui forcément ne sont pas fériées, mais qu'on essaye de trouver un moment pour les faire. Le 23 mars déjà, mon anniversaire forcément. Et ensuite, le 28 avril, alors il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Le 28 avril, c'est la fête où j'ai été chercher ma moto, donc c'est pour ça, c'est ce jour-là. C'était un vendredi, 28 avril 2023 précisément.
Alors en 2024, ça tombait un dimanche, donc ça tombait plutôt bien. Et après, lundi, mardi, en 2026, ça sera un mardi, du coup, c'est ça. Enfin bon. Ensuite, il y a la fête du 21 janvier que je dis fête des motoneiges parce que j'avais envie que ça soit le 21 janvier. Et je précise que ça n'a aucun lien avec Louis XVI, hein, puisque on sait que Louis XVI s'est fait le 21 janvier 1793. Voilà, donc c'est une date qui est importante, soit à la fois pour les royalistes ou pour les anti-royalistes, parce que ça peut avoir différentes significations, je pense, cette date. Mais je précise que ça n'a absolument rien à voir avec. Le 21 janvier, c'est juste parce que c'était un mois tout pile après le 21 décembre, et qu'il y avait en quelque sorte un trou, un creux dans le calendrier à ce moment-là. Et du coup, je voulais faire la fête des motoneiges le 21 janvier. Voilà. Sinon, ça n'a rien à voir avec Louis XVI, ok? Donc voilà. Ensuite, les autres dates importantes, le 23 mars, mais je l'ai déjà dit, le 28 avril. Il y a le 11 janvier. Le 11 janvier, c'est le jour de mon permis B. C'était le 11 janvier 2023. Ensuite, il y a le 22 janvier 2025 pour le permis A1 ou 125, quoi, en gros. Puisque c'était 2 ans, tout pile 2 ans après, ou presque. Enfin, voilà. Puisqu'il faut ce foutu délai de 2 ans, là. Ensuite, on a le 15 juillet, du coup. Le 15 juillet 2021, c'était le jour de mon permis AM, ou 50cc, ou le BSR, comme disent, souvent ils disent le BSR. Donc c'était le 15 juillet 2021, que j'appelle fête du Kisby, que maintenant je vais appeler fête de toutes les 50 cm3 certainement. Ensuite, il y a le 2 juin, qui est cette année, le 2 juin 2025, c'était le jour de mon plateau moto. Je sais pas encore si ça sera un jour férié ou un jour de fête, on va parler de jour de fête plutôt. Mais surtout le 4 août. Le 4 août 25, pardon. J'étais en train de penser déjà à l'année 2026. Le 4 août 2025, c'est le jour où j'ai enfin eu mon permis moto, du coup, avec l'examen de route et tout ça. Donc ça y est, voilà. Le 4 août 2025. Donc je pense qu'il y aura une fête très importante. Il y en aura deux, je pense, en 2026, parce qu'il y a celle que j'ai toujours pas pu faire, qui sera certainement en mars 2026, j'avais dit. Et après, autour du 4 août 2026, pour les 1 an de mon permis moto, du coup. Il faudra faire ça également. Ensuite, par contre, il y a toujours un creux dans le calendrier au mois de septembre. J'ai toujours pas de fête en septembre. C'est le seul mois de l'année où j'ai pas de fête importante. Et voilà. Sinon, tous les autres mois, il y a en général un jour important. Mais en septembre, c'est le seul mois où ça manque. Alors j'avais dit, avant que je réussisse à avoir mon permis moto, j'avais dit que ça serait le 5 septembre, le jour arbitraire du permis moto. Maintenant, on sait que c'est le 4 août, donc ça pose plus de problème, mais ça fait qu'il n'y a plus du tout de fête en septembre. Oui, j'avais posé comme ça plein d'idées de calendriers différents aussi. Bon, le sujet, ça sera le sujet d'une vidéo à part, les calendriers, mais voilà. Ensuite, effectivement, en janvier 2026, j'aurai plein de vidéos à sortir pour les bilans de l'année 2025, les compilations de toute l'année 2025, donc la compilation de Pull Start, Recoil Starter et Kickstart. Il faudrait que j'en fasse une pour cette année, je pense. Ensuite, il y aura une compilation, une rétrospective de toute mon année 2025. Je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter. Ensuite, il y aura quoi d'autre? Le résumé de la dernière période de décembre, du 1er décembre au 15 janvier, que j'appelle période de Noël, période des fêtes en tout cas. Et puis ensuite, je crois qu'il y en a d'autres, mais je sais plus. Mais c'est les principales.
Je pense qu'en janvier, il va y avoir pas mal de vidéos à sortir, et en décembre également. Peut-être une vidéo de Joyeux Noël et Bonne Année, alors je sais pas trop ce que je fais, ce que je sors, si je sors une vidéo pour l'année 2026. Mais maintenant, j'ai tendance à ne plus prévoir ce que je vais faire dans l'année parce que, voilà, il y a eu la désillusion du permis moto qui devait être... À l'origine, je devais l'avoir en 2024, hein, je précise. J'ai mis 16 mois à l'avoir. J'ai commencé en avril 2024, je l'ai eu qu'en août 2025. Donc voilà. Mais par contre, il y a une vidéo, je crois que j'avais tournée en août cette année sur comment trouver les samedis dans l'année. À partir du premier samedi de l'année ou du dernier samedi de l'année précédente. Là, par exemple, le dernier samedi de l'année, ça sera le 27 décembre. Donc le prochain, tu fais 27 plus 7, il faut toujours faire plus 7, ça fait 34. Du coup, tu retires 31, tu retires le nombre de jours du mois, et ça te donne le 3, donc le 3 janvier. Le premier samedi de 2026, ça sera le 3 janvier, et ensuite le 10 janvier, le 17 janvier, le 24 janvier, le 31 janvier. Bon, bah là, c'est facile, ça tombe ensuite le 7 février, puis le 14, le 21, le 28 février. Ensuite, à nouveau le 7 mars, le 14, le 21, le 28 mars. Et après, 28 mars plus 7, ça fait 28 plus 7, ça fait 35. Ça tombe le 4 avril du coup. 35 moins 31. En mars, il y a 31 jours. Ça tombe ensuite le 4 avril. Voilà. Sinon, je sais que Pâques, cette année, c'est justement le week-end du 5 avril. Enfin, c'est le 5 et 6 avril. Et la Pentecôte, c'est les 24 et 25 mai. Voilà. À partir des dates de Pâques et la Pentecôte, parce que ça, c'est toujours le même cycle, mais par contre, ça change toujours d'une année sur l'autre. Mais il y a toujours 7 semaines entre Pâques et la Pentecôte. Exactement. Voilà. Et l'Ascension, c'est toujours 10 jours avant la Pentecôte. Donc, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Donc, je sais que Pâques, c'est le 5 avril, la Pentecôte, c'est le 24 mai, donc l'Ascension, c'est le 14 mai. Ça pose déjà quelques jours fériés, quelques jours de fête chrétienne, effectivement, mais c'est pour avoir des repères sur l'année, pour savoir quand tombe Pâques quand même. Parce qu'il y a des événements, hein, sans que ce soit lié directement à Pâques, mais par exemple la fête retrouvée de Saint-Épin, c'est tous les lundis de Pâques. Et le motocross de Chinon, c'est tous les lundis de Pâques aussi. Voilà. Alors que ça n'a aucun lien avec la fête de Pâques d'origine, mais voilà, ça tombe le lundi de Pâques. Ils se sont mis d'accord pour le faire tous les lundis de Pâques, donc voilà. Sinon, il y a des événements qui tombent, par exemple, des événements automobiles ou de moteurs, de mécanique en tout cas. C'est par exemple le premier dimanche de juillet à Sainte-Maure-de-Touraine et le premier dimanche de septembre à Toulouse. Et tous les ans, enfin, comme je suis depuis à peu près 2 ou 3 ans, tous les ans c'est à peu près au même moment, quoi. C'est toujours le premier dimanche de juillet ou de septembre. Bon, et ben on va faire une pause parce que je vais manger, mais on se retrouve juste après. Bon, aujourd'hui on attaque le 4e jour de tournage. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Le 3e jour de tournage. On est le 23. Donc c'est le 3e jour de tournage. On attaque le 3e jour de tournage et on va parler de motoneige cette fois-ci parce que je savais que dans la vidéo du 29 novembre, il fallait que je parle de motoneige. Donc voilà. Alors je sais pas trop quoi vous dire à part parce que maintenant je m'intéresse toujours un peu aux motoneiges, mais un peu, enfin moins qu'à une époque. Parce que maintenant j'ai peur, en fait, Pourquoi j'aurais peur? J'ai vécu des choses difficiles, enfin... Non, c'est pas que j'ai peur de la motoneige après un incident, mais c'est que la considération, la reconnaissance des motoneiges me fait peur, en fait. Voilà.
enfin plutôt le manque de considération et de reconnaissance. On va plutôt parler comme ça parce qu'en fait c'est très peu reconnu. Après je devrais peut-être, mais c'est pareil parce que c'est ça ce que je disais que j'ai peur de parler aux gens. J'aurais peur d'entamer la discussion avec par exemple le FC Motoneige des Estables, peut-être un des rares clubs de motoneige en France. Je sais pas. Bah déjà, est-ce qu'on peut appeler ça un club de motoneige? Je sais plus, mais c'est un. Je me demande si c'est pas à moitié une sorte de concessionnaire de motoneige ou de revendeur de motoneige d'occasion un peu. Et donc c'est situé aux Estables dans la Haute-Loire. Euh, bon, ça vous dit peut-être rien, c'est dans le massif du Mézenc, je crois que ça s'appelle. Le mont Mézenc, qui est le plus haut sommet de la Haute-Loire, avec ses 1700 mètres, je crois, d'altitude. Et le village des Estables, il se trouve à 1300 mètres d'altitude, je crois. Ça serait le plus haut village du Massif central. Sinon, un truc dont j'ai jamais une nouvelle, parce que ça date d'il y a plus de 15 ans, comme je vous l'ai dit, même 18 ans à l'heure actuelle, puisque ça date, je crois, il y a une date dessus en tout cas, et c'était écrit, je crois que c'est ça, c'était modifié le 31 décembre 2007, donc ça commence à remonter quand même, 2007. Mais j'étais tombé en 2022, donc je sais même pas, je crois que je l'ai jamais retrouvé depuis d'ailleurs, je sais plus. Mais une page dont je vous mets la capture d'écran à l'écran, club de motoneige du massif jurassien, je crois que ça s'appelle. Et ça serait, il paraît, dans le département de l'Ain, je crois, puisque c'était écrit, je sais plus, quelque chose avec le département de l'Ain. Le massif du Jura se trouvant en partie dans l'Ain, mais pour moi c'est plus les départements du Jura et du Doubs, même si l'Ain est en partie dans le massif aussi. Étant donné que le plus haut sommet du Jura, c'est le Crêt de la Neige, il se trouve dans l'Ain, justement, dans le département de l'Ain. Alors que par contre, dans le massif du Jura, bon, tu as peut-être quelques sommets à, je sais pas, 1400, 1500 mètres, je sais plus. C'est pas haut le Jura, en fait, c'est surtout des plateaux. C'est des plateaux à 1000 mètres d'altitude à peu près pour certains. Et il n'y a pas vraiment de sommet, il y a peu de sommets véritablement. Il y a le Crêt de la Neige qui fait 1700 mètres de haut à peu près. Et le mont d'Or, mais le mont d'Or écrit vraiment D'' Or, qui culmine à 1463 mètres. Et c'est cette montagne-là qui a donné son nom à un fromage qu'on connaît assez bien dans la région. Alors on en trouve par chez moi aussi, parce que si je connais, c'est qu'on en trouve aussi par chez moi, du Mont d'Or. Bon, en gros, c'est un fromage qui est dans une boîte ronde, en bois, comme ça. Et nous, on ne l'a jamais mangé comme ça, mais il paraît que ça se mange chaud sur des patates, souvent. Mais on peut le manger également froid, comme ça, mais c'est très bon. C'est un des meilleurs fromages du monde, je pense. Mais bon. Et il me semble que c'est une appellation d'origine protégée en plus. Hein. C'est une AOP, le Mont d'Or. Mais on en parle beaucoup moins que le comté, qui est l'appellation du coin. Quoi. Le comté s'étale certainement sur les 3 départements de l'Ain, du Jura et du Doubs. Le Mont d'Or, ça doit être certainement une aire de production un peu plus réduite, je suppose, autour du Mont d'Or dans le Doubs. Peut-être un peu sur le département du Jura, mais je sais pas. Et puis il y a une autre appellation dans le coin, c'est le Morbier, qui est très connu également. Voilà, ce fromage où il y a une ligne de cendre au milieu comme ça. Parce que on raconte, moi j'avais vu ça quelque part, que en gros, le Mont d'Or c'était un fromage qui était fait en 2 fois certainement, et donc du coup quand on n'avait pas assez de lait pour finir un fromage, et ben on mettait une couche de cendre dessus et on finissait le fromage le lendemain ou après, je sais plus, mais et c'est pour ça qu'on a un fromage en 2 parties avec une couche de cendre au milieu. Et ben c'est pour ça. Alors aujourd'hui, je pense que c'est peut-être plus fait en 2 parties comme avant, mais il y a toujours la couche de cendre au milieu, et donc voilà.
C'est comme le Reblochon. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est pas le nom d'un village ou d'une région ou que sais-je. Le Reblochon, ça vient d'un verbe en fait, reblocher, qui en argot, en patois franco-provençal, donc la langue qu'on parlait dans cette région, qu'on appelle aussi l'arpitan ou le savoyard. Enfin, le savoyard, c'est un dialecte arpitan en fait. Et donc le reblochon, ça vient du verbe reblocher qui veut dire traire une deuxième fois la vache, une fois la nuit tombée, pour éviter, je crois à l'époque ça devait être pour éviter de payer des taxes, des impôts et tout ça, et ben on faisait une traite un peu en cachette. Et le lait de cette traite, et ben on l'utilisait pour leur consommation personnelle en gros, et pour ensuite produire un fromage qui porterait le nom de reblochon, parce qu'on a rebloché, c'est-à-dire qu'on a retrait la vache pour faire un fromage, quoi. Peut-être qu'on a découvert que c'était un lait qui était assez riche et qui pouvait coaguler facilement pour faire un fromage, je sais pas, mais en tout cas, elle a une spécificité, le lait de cette traite, il a une spécificité qu'ont pas les autres laits. Pareil, je sais pas si ça se fait toujours avec le lait d'une traite une fois la nuit tombée, mais en tout cas, le reblochon, c'est pareil, c'est une AOP qui perdure, donc voilà. On est très fiers de ce savoir-faire, quoi. Bon, et puis sinon, par chez moi, on a quoi? On a le Sainte-Maure de Touraine, qui est un fromage de chèvre d'une forme pseudo-cylindrique. En fait, il est de forme de forme d'un cône tronqué, puisque il a un côté plus large que l'autre. Si on regarde bien, le Sainte-Maure, il a toujours un côté plus large que l'autre, et ça c'est dû à la forme du moule, tout simplement, hein, puisque le moule, il a une forme plus large d'un côté que l'autre pour pouvoir démouler le fromage plus facilement. Et du coup, forcément, ça donne la forme au fromage. Et ensuite, effectivement, il est enrobé d'une couche de cendre, encore une fois, de charbon, quoi, pour donner cette couleur. Et, euh, et on le laisse affiner, je crois, environ 2 semaines. C'est pas très long, c'est 2 ou 3 semaines des fois, c'est quelques semaines. Voilà. Et donc le Sainte-Maure de Touraine, lui, il a une aire de production assez vaste puisque ça regroupe tout le département d'Indre-et-Loire et aussi des communes sur l'Indre, le Loir-et-Cher et certainement d'autres départements voisins, je sais plus, mais je sais qu'il y a une grande coopérative, je crois, à Tournon-Saint-Martin, c'est dans l'Indre, mais à la frontière avec l'Indre-et-Loire, vraiment. Puisque de l'autre côté, tu as Tournon-Saint-Pierre, qui est en Indre-et-Loire, et Tournon-Saint-Martin, qui est dans l'Indre. Les deux villages se touchent vraiment, il y a juste un mince ruisseau qui sépare les deux, et donc les deux départements. Mais sinon, les deux villages se touchent et sont pas dans le même département. Et du coup, on n'a pas le même code postal, puisque Tournon-Saint-Martin, c'est 36 220 et Tournon-Saint-Pierre, c'est 37 290. C'est ça. Tournon-Saint-Martin, c'est aussi un village important pour l'Indre, hein. C'est un chef-lieu de canton d'à peu près 1000 habitants, un tout petit peu plus de 1000 habitants. Alors que Tournon-Saint-Martin, c'est tout petit. Non, Tournon-Saint-Pierre, c'est tout petit, c'est peut-être 300 habitants, quelque chose comme ça. Mais voilà. Bon, sinon, il y a par chez nous, il y a les fromages Cloche d'Or, je crois. C'est une coopérative qui est pas, qui est assez connue, je crois, la Cloche d'Or, qui fait aussi du Sainte-Maure de Touraine. Donc, voilà. Et donc, le Sainte-Maure de Touraine, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu ma petite fierté régionale, quoi. Même si je suis moins fan de fromage de chèvre, c'est vrai, à l'origine, j'aimais pas trop les fromages de chèvre. Maintenant, j'aime un peu mieux, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Mais ça reste ma fierté régionale les vins de Chinon éventuellement, même si moi je bois pas trop de vin, quoi. Enfin, c'est très rare et c'est en très petite quantité, quoi.
C'est ce que je disais. Hein. On ne peut pas dire que je ne consomme pas d'alcool, mais j'en consomme vraiment très très peu. Donc, il y a les rillons, les rillettes de Touraine, tout ça. Il y a plein de... Les rillettes de Tours, ouais, qui sont moins connues que celles du Mans, mais c'est quand même assez connu, les rillettes de Tours. J'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus que à Tours, enfin non, d'abord au Mans, ça a commencé au Mans puisque celles du Mans sont plus connues. Ils ont fait un sandwich de rillettes, le plus long sandwich de rillettes du monde, qui faisait je crois 72 mètres de long. Et à Tours, du coup, forcément, hein, ils ont battu le record avec 74 mètres de long. Voilà. 74 mètres de sandwich de rillettes. Il y aurait apparemment une race de porc typique d'Indre-et-Loire aussi, le roi rose de Touraine, je crois qu'on l'appelle. C'est notre cochon de Touraine, quoi. Le roi rose de Touraine. Je trouve ça drôle quand même. Non, il y a une race de cochon qui me faisait rire aussi, c'est le cul noir du Limousin. Parce que comme son nom l'indique, il a une tache noire sur les fesses, certainement, et du coup, voilà. Il y en a beaucoup des cochons qui sont roses et noirs comme ça. Ils sont pas tous roses, il y en a qui sont aussi noirs ou gris même. Les cochons de Corse, ils sont gris en général, ils sont gris-noirs souvent. Et puis, il y a les cochons roses et noirs aussi. Voilà. Bah, il y a plusieurs races de cochons. Il y a même une race de cochon qui est originaire d'une région entre l'Allemagne et le Danemark et qu'on appelle le cochon de protestation, je crois, puisque en fait c'était les Danois qui habitaient dans le nord de l'Allemagne. Et ben ils avaient élevé ce cochon pour protester contre, en gros, certainement l'interdiction du drapeau danois ou quelque chose comme ça, puisque le cochon, il ressemble à un drapeau danois sur pattes. Voilà. C'est le Hussumer, je crois qu'on l'appelle, le cochon, puisqu'il est originaire de la ville de Husum, et donc c'est le Hussumer. Ah oui, on en était au motoneige, pourquoi on s'est mis à parler de rillettes par la suite, je sais pas. Mais en gros, ouais, je disais, je lance un appel à tous ceux qui sont fans de motoneige en France, en Suisse, peut-être en Belgique, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup du côté de la Belgique. Quoique, c'est pas rare qu'il neige en Belgique quand même, dans les Ardennes souvent, vu que tu as des points culminants à 694 mètres précisément. Mais la Belgique, c'est vrai qu'on l'appelle le plat pays quand même. Bah, c'est surtout du côté des Flandres que c'est plat. Les Flandres, c'est vraiment très plat. Par contre, le reste de la Belgique, c'est assez plat aussi. Mais jusque dans les... Par contre, les Ardennes et en gros, les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, je pense qu'il y a pas mal de relief. Il y a quand même pas mal de relief dans ces trois provinces-là. Et puis le Luxembourg aussi, du coup. Parce qu'en fait, il y a le Luxembourg, hein, qu'on voit très bien sur une carte, voilà, ce petit pays. Le Grand-Duché de Luxembourg, ce qui en fait le seul pays du monde gouverné par un grand-duc. Je ne sais plus comment il s'appelle, le grand-duc de Luxembourg, mais voilà. Et en gros, c'est une monarchie constitutionnelle, hein, je crois, comme beaucoup de pays finalement. Bah, les pays d'Europe, ouais, pour la plupart, c'est soit des républiques, soit des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire un royaume où le roi n'est là que pour symboliser en quelque sorte, puisque sinon, il y a un parlement, il y a un gouvernement, hein, qui fonctionne comme une république, quoi, comme une démocratie. Mais il y a quand même une famille royale et un système de royaume en parallèle. C'est le cas de l'Espagne, du Royaume-Uni, des trois pays scandinaves, Suède, Norvège et Danemark, de la Belgique et du Luxembourg aussi, et des Pays-Bas également, c'est aussi un royaume.
Alors qu'autrefois, à une époque, c'était une république, je crois, les Pays-Bas. C'était à l'époque des Provinces Unies des Pays-Bas, je crois que ça s'appelait. Et il me semble que ça a été une république, puis aujourd'hui, c'est un royaume gouverné par la maison d'Orange-Nassau. Et c'est pour ça que les couleurs du Pays-Bas, à l'origine, c'est orange, blanc, bleu. Orange comme la maison d'Orange, et le bleu, c'est la couleur de la maison de Nassau. Et donc, la maison d'Orange, ils sont vraiment originaires apparemment de Orange dans le Vaucluse. Et les Nassau, eux, ils sont originaires de Nassau, qui est une petite ville de 4000 habitants située en Allemagne, proche de Coblence. C'est ça, c'est pas très loin de Coblence, Nassau. C'est, vous regardez une carte, c'est dans la région de Rhénanie-Palatinat, il me semble. Et c'est pas loin de la ville de Coblence, qui est une des plus grandes villes de cette région. Donc voilà. Donc ouais, il y a la maison d'Orange-Nassau. Aujourd'hui, je sais plus qui c'est, le roi ou la reine des Pays-Bas. Il y avait une reine des Pays-Bas à une époque. Ça doit être comme en Angleterre, je pense, quand le roi n'a pas de descendant masculin, et ben c'est une de ses filles qui devient reine, du coup. C'est la plus âgée de ses filles, certainement. Et comme, je sais pas si ça sera le cas en Espagne, mais je pense que c'est fort probable que du coup la future reine d'Espagne soit la princesse Léonore, qui est la fille aînée du roi Philippe VI. Donc voilà. Mais je pense pas qu'elle soit reine tout de suite, Léonore, par contre. Donc on en était à l'origine au motoneige, comme je dis. Et je lance un appel en gros à tous les passionnés de motoneige qui sont en France, en Suisse. Bon, au Québec, c'est pas la peine parce que la motoneige est bien mieux reconnue au Québec qu'en France quand même. Hein, c'est même le sport national peut-être. Ça serait même un Québécois qui aurait plus ou moins inventé ou au moins créé le design de la motoneige moderne. Ça serait le Québécois Joseph Armand Bombardier justement. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi connu là-bas. Bombardier qui a créé la marque Skidoo en fait, enfin et l'entreprise Bombardier en fait qui s'appelle aujourd'hui BRP, et BRP c'est divisé en 3 branches plus ou moins. Skidoo donc pour les motoneiges qu'on appelle là-bas d'ailleurs des skidoo tout simplement, enfin c'est souvent qu'on dit un skidoo apparemment. Les motos marines ou ce que tout le monde appelle jet ski, sauf au Québec où on n'appelle pas ça un jet ski, on appelle ça un sea-doo justement, pour aller sur l'eau, sur la mer. Et la marque Can-Am qui produit des quads, des motos à 3 roues et puis des véhicules tout-terrain, des SSV, des buggy, tu vois. Donc tout ça, ça dépend de l'entreprise BRP. Après, ils détiennent aussi les moteurs Rotax, qui était à l'origine un constructeur autrichien, mais qui a été racheté par Bombardier dans les années 70, je crois, au moment où ils faisaient beaucoup de motoneige, effectivement. Bon, ils en font toujours pas mal aujourd'hui, quoi, mais Bombardier, je crois qu'en tout, ils ont produit plus de 3 millions de motoneiges, un truc comme ça, ce qui paraît énorme pour un véhicule qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, quoi. Et ben, il y a la... En plus, je crois que c'était à 20 ans d'écart tout pile, puisque il me semble que la millionième motoneige, elle est sortie en 1974. La 2 millionième, elle a été produite en 1994, je crois. Et la 3 millionième, elle date de 2014. Il me semble que c'est ça, c'est à tout pile 20 ans d'écart. Et ces 3 motoneiges-là, la millionième, 2 millionième et 3 millionième, il me semble qu'elles sont conservées au musée Bombardier, justement, qui se trouve à Valcourt. C'est un petit village du Québec, pas très loin de Sherbrooke, si vous voulez y aller. Si vous êtes québécois vous-même, vous connaissez certainement. Moi, c'est peut-être si un jour, ce qui est peu probable, je ne sais pas exactement, si un jour je vais au Canada ou aux États-Unis, je passerai par le musée Bombardier certainement. Mais comme j'avais dit, j'irai pas aux États-Unis tant qu'il y aura Trump. Donc de toute façon, voilà. Je veux pas prendre de position sur cette vidéo, mais voilà quoi. Mais sinon, ouais, ça serait peut-être un de mes rêves finalement de faire
États-Unis, Canada, bah en fait de faire à l'origine la Nouvelle-Angleterre à peu près, enfin dans l'idéal faudrait trouver, je sais même pas si ça existe encore, des traversées par bateau de Saint-Nazaire à Boston par exemple, Saint-Nazaire-Boston. À l'époque, ça durait à peu près 7 jours la traversée. À la grande mode des paquebots transatlantiques, ça dure à peu près une semaine la traversée de Saint-Nazaire plus ou moins jusqu'à Boston ou New York. Mais ça serait bien que j'arrive à Boston parce que Boston, ok, New York, j'ai peut-être envie de passer à New York aussi pour l'Empire State Building, entre autres, voilà. Je sais pas, c'est peut-être bien le seul truc que j'ai envie de voir à New York, c'est peut-être l'Empire State Building et peut-être le mémorial de John Lennon à Central Park aussi. Le, comment ils appellent ça, Strawberry Fields, je crois, puisque c'est le nom d'une des chansons des Beatles écrites par John Lennon. Mais bon, pour l'hommage aux Beatles, je pense qu'on ira plutôt à Liverpool, ce qui est un peu plus proche de chez moi quand même. Donc voilà. Ouais, c'est pareil, l'un des rares. L'Angleterre, c'est peut-être pas un pays qui me fait beaucoup envie, mais la ville de Liverpool, j'ai envie d'y passer pour le côté fan des Beatles, un peu, tu vois. Liverpool, c'est une ville à voir quand même, apparemment. Sinon, je sais pas ce qu'il y a d'autre d'intéressant en Angleterre ou en Écosse ou dans les îles britanniques, Angleterre, Écosse, Irlande, tout ça. Mais moi, déjà que j'ai du mal à supporter une ville comme Tours. Tours, c'est une ville d'à peu près 140 000 habitants, allez, environ 300 000 avec l'agglomération. Bah, imagine une ville de New York qui compte 8 millions d'habitants juste pour la municipalité et presque 20 millions pour son agglomération, peut-être même plus de 20 millions, je sais plus, mais c'est immense quoi, New York. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui rêvent de voir New York. Moi, c'est peut-être pas mon plus grand rêve, mais j'irais bien voir l'Empire State Building quand même. Je sais pas, ça me fait envie cet immeuble qui a été pendant 42 ans le plus haut immeuble du monde. Voilà. Et, euh, et d'assez loin parce que pour qu'on en arrive à dépasser une hauteur de 300 mètres, il n'y en avait pas beaucoup. Jusque dans les années 70, il n'y avait que peut-être 3 gratte-ciel qui dépassaient les 300 mètres. Dans les années, aller jusqu'aux années 60, jusqu'à 69 à peu près. En 1969, on a construit le John Hancock Center de Chicago. Ça a été le premier qui va dépasser le Chrysler Building en fait. Enfin, le deuxième à dépasser le Chrysler Building. Et deuxième plus haut bâtiment du monde à ce moment-là avec 344 mètres, sachant que l'Empire State Building fait 381 mètres ou 443 avec l'antenne, mais souvent les antennes ne sont pas comptées parce que sinon le John Hancock, lui, il fait 457 mètres, je crois, avec l'antenne. Et donc le Chrysler Building, lui, il fait toujours 319 mètres. Ça a été le premier à dépasser la tour Eiffel. Alors aujourd'hui, il est un peu moins haut que la tour Eiffel, mais à l'époque, la tour Eiffel n'avait pas cette grande antenne qui fait 324 mètres. Elle faisait que 300 mètres à peu près, plus ou moins. Et donc le Chrysler, ça a été le premier bâtiment à dépasser la tour Eiffel. Et à dépasser les 300 mètres de haut aussi, puisque la tour Eiffel, c'est pas un immeuble, quoi. C'est la première structure à atteindre les 300 mètres. Bon, là, pareil, je savais qu'on allait parler de sujets divers et faire une vidéo ainsi très longue, mais bon. Mais de toute façon, le Canada et les États-Unis, ça sera pas pour tout de suite. D'abord, on a l'Italie à faire. Enfin, on a le voyage d'une vie en van et en moto que j'aurais bien envie de faire. Et alors ça, c'est pareil, je sais pas si on peut embarquer un van et une moto, enfin, la moto dans le van pour une traversée transatlantique. Parce que sinon, j'aimerais bien faire ça, mais
embarquer un van sur une traversée transatlantique, je sais même pas si ça se fait, quoi. Parce que sinon, c'est ce que j'aurais envie de faire, quoi. Ça va faire long aussi. Une semaine sur un bateau au milieu de nulle part à traverser l'océan Atlantique. Mais je sais même pas si ça se fait encore, de toute façon. Maintenant, tout le monde prend l'avion pour aller en Amérique, quoi. Sauf que comment tu vas emmener une moto et un van dans un avion? Enfin, une moto, je veux bien, et encore, je sais pas si ça se fait. Mais un véhicule de 5 mètres de long sur 2 mètres 50 de haut sur 2 mètres de large. Après, je sais que il y en a qui font comme ça des importations de véhicules sur un parking flottant en fait. En gros, le bateau, c'est un immense parking flottant et tu peux comme ça importer une voiture du Japon par exemple. Souvent, c'est du Japon. Peut-être d'Amérique aussi, ça se fait, je sais pas, mais j'en sais rien, faut que je me renseigne et c'est ça que j'ai peur. En fait, j'ai peur de me renseigner parce que j'ai peur de la réponse, quoi. J'ai peur d'avoir une mauvaise réponse. Et c'est pareil pour les motoneiges d'ailleurs. Donc voilà. Mais je vous mets quand même, je sais pas où est-ce que je vais vous mettre ça pour soutenir la motoneige, pour essayer d'avoir une reconnaissance. Mais de toute façon, il y a quand même quelques stations en France où tu peux essayer la motoneige, où tu peux faire de la motoneige, accompagné d'un guide en général. Mais c'est pas le cas de chez moi, enfin c'est pas le cas de Saint-François-Longchamp, quoi. Par contre, la Toussuire et tout le domaine des Cibelles, je crois que ça s'appelle, avec la Toussuire, Saint-Sorlin d'Arves, le Corbier et tous ces villages-là, bah là pour le coup, il y a des motoneiges, quoi. On peut faire de la motoneige par là. Les carreaux d'Arrache aussi, c'est un peu plus haut en Haute-Savoie. Le Lioran, qui serait la seule station du Massif central où on puisse faire de la motoneige apparemment. Ça m'étonne parce que pourtant il y a le FC Motoneige aux Estables. Les Estables, c'est en Haute-Loire et c'est voilà quoi, c'est connu pour ça. Et sinon il y a l'Andorre, voilà, où il y a des super motoneiges un peu anciennes avec un recoil starter, un démarrage au lanceur là pour certaines. Euh, L'Andorre, alors ça s'appelle Adrenalina Motos de Nieve Andorra. Oui, bizarrement c'est écrit en espagnol. Alors, en Andorre, la langue principale officielle, c'est le catalan, mais on parle aussi espagnol et français. L'Andorre, c'est aussi là où j'avais placé la Lilianie, qui est un pays imaginaire qui s'étend sur un peu plus que l'Andorre, puisque ça irait jusqu'à Toulouse, jusqu'à Narbonne, jusqu'à Perpignan. Et côté sud, je ne sais pas encore si ça va jusqu'à Figueras ou si ça s'étend vers la Seu d'Urgell, Solsona et puis Lérida, Lleida, un peu plus au sud là. Je sais pas trop, mais j'ai créé une carte comme ça, tu vois. Et donc l'Andorre, c'est un peu le centre de la Lilianie. L'Andorre et la Cerdagne aussi. La Cerdagne qui a la particularité d'être partagée entre la France et l'Espagne, mais avec une autre particularité, la ville de Livia, parce que c'est pour cette raison qu'elle n'est pas française, c'est parce que c'est officiellement une ville, et du coup elle est restée espagnole, mais enclavée en France. Et la plupart des gens à Livia, ils parlent ni le français ni l'espagnol, mais le catalan. Et donc, en fait, toute cette région-là, bah, c'est surtout catalan au niveau des Pyrénées-Orientales, de l'Andorre et de la région de l'Urgell, qui est un peu. T'as la région de l'Urgell aussi, avec la cathédrale de la Seu d'Urgell, très importante puisque l'un des deux coprinces d'Andorre, c'est l'évêque d'Urgell et l'autre, c'est le président français. Sinon, pendant à peu près une dizaine de jours, il y a un roi d'origine russe qui a voulu prendre le contrôle d'Andorre. Il s'est fait appeler le roi Boris Ier d'Andorre. Et bon, au début, ça a été accepté, ça a duré une dizaine de jours.
avant que l'un des coprinces, qui n'est autre que Albert Lebrun, donc qui était à l'époque le président français en 1934, il le voyait pas d'un très bon œil et il décide de le virer, quoi. C'est dommage parce que, je sais pas. Et donc, ouais, pour moi, la Lilianie, c'était un pays où il y avait beaucoup de motoneiges, effectivement, mais aussi de quads, de motos, de véhicules tout-terrain en tout genre. Et on va en arriver à... Je vais vérifier le temps quand même, tant que j'y suis. Mais de toute façon, je pense que ça ne devrait pas couper parce qu'on a énormément, je te dis, on a plus de 20 gigas de stockage maintenant. Donc, ça ne devrait plus couper comme avant. Je disais effectivement ce chapitre-là, très important chapitre parce que, bon, c'est dommage si vous ne le voyez pas, mais tant pis. Ça fait déjà certainement plus d'une heure que je tourne, je sais pas. En tout, ça fait plus d'une heure. Après, avec le montage, je sais pas combien, mais vu que j'ai eu... Aujourd'hui, ça va mieux, mais j'ai eu beaucoup de mal à tourner les précédentes séquences. Et c'est pour ça qu'on en est déjà au 3e jour de tournage, c'est que j'ai dû faire petit bout par petit bout. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai changé un peu d'identité, j'ai trouvé le nom Albertus maintenant. Que je disais que j'étais fan de véhicules motorisés, mais à l'époque plutôt de véhicules tout-terrain, les buggy, les quads, les motos un peu tout-terrain, un peu trail, surtout les motos de trail, et les motoneiges du coup, voilà. Parce que j'adore la neige, j'adorais la neige, aujourd'hui un petit peu moins, mais quand même un peu. J'adorais la neige et les motoneiges, et pour moi, j'avais envie de faire de la motoneige, quoi. J'ai toujours pas pu, après, ça va faire 4 ans, mais bon. C'est pas grave, on essaiera de se trouver un endroit. Il y en a en France des endroits où on peut faire de la motoneige, donc... Sinon, niveau du côté de la Suisse, je sais pas trop comment c'est, parce que la Suisse, c'est connu comme un pays en plus hyper strict et tout ça, donc je sais pas ce que ça donne côté motoneige en Suisse. Mais j'étais tombé sur une affiche aussi qui s'appelait le Snowcross de Binsberg. Et là, pour le coup, ça datait de 2020, donc c'était assez récent. À l'époque, c'était récent parce que je te dis, j'ai trouvé ça en 2022. Et donc, le Snowcross de Binsberg, c'était, je sais plus si c'était une sorte de course de motoneige un peu, ou de motoneige un peu cross. Ouais, il y en a qui font ça comme du cross, mais sur des motoneiges. Alors, ils s'amusent à faire des sauts, des trucs comme ça. Et donc, ça se passait à Cours, qui est un village dans le Jura bernois, en fait. Le Jura bernois, c'est la partie francophone du canton de Berne. Et ouais, c'est particulier, en fait. Donc, c'est pas très grand, Cours. Enfin, je sais plus combien il y a d'habitants. Il y a peut-être, allez, 1000 habitants à la grosse louche, je sais plus, mais... Il y a apparemment le club de motoneige de Cours, carrément. Pareil, si vous êtes suisse, n'hésitez pas à vous faire remarquer, je sais pas, mais tous ceux qui sont passionnés de motoneige et qui vivent dans des régions enneigées, plus ou moins enneigées, parce que moi je suis dans une région où il neige très peu, comme je te dis, en Indre-et-Loire, donc forcément c'est une région où il neige très peu, et c'est pour ça que je voulais me déplacer. À l'origine, je voulais déménager d'abord en Savoie, et ensuite ça a été du côté de la Lozère, parce qu'en Lozère finalement il neige beaucoup, enfin il neige pas mal. Il y a des hauts plateaux assez hauts en altitude, il y a l'Aubrac d'un côté, les Cévennes de l'autre, donc je me dis voilà, normalement il devrait y avoir de la neige en Lozère. Après c'est peut-être pour ça aussi que j'aime un peu moins la neige maintenant, c'est que quand on est motard, la neige c'est pas forcément l'idéal non plus. Et quand on veut rouler tout le temps, voilà quoi. Moi je roule vraiment tout le temps, en toute saison. Et d'ailleurs, ce que je disais, je recherche des motards, entre autres pour rouler avec. Et je recherche des motards qui roulent en toute saison surtout. C'est très important qu'ils roulent
tout le temps, quoi. Tiens, je vais peut-être faire un petit sondage. Je sais que j'avais pas sorti de... Non, non, c'est pas les shorts. Les shorts, j'en sors pas du tout parce que c'est pas du tout le format qui me correspond. Déjà, je tourne toujours en 16/9 de façon paysage, horizontale, quoi. Et les shorts, c'est forcément un format vertical, un format portrait, un format TikTok en quelque sorte. Et c'est toujours très court, c'est moins d'1 minute, je crois. Ou, je sais plus, il y en a qui font entre 1 et 3 minutes aussi. Enfin, il y a un truc entre 1 et 3 minutes. Et il y a les shorts qui font moins d'1 minute. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu le bordel, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop bien compris. Mais en fait, si tu publies une vidéo en shorts, c'est très galère pour la partager et pour l'enregistrer dans une playlist. Tu es obligé de faire une manipulation de... Moi, ce que je fais, c'est que je copie le lien. J'essaye de trouver un shorts qui n'est pas en version shorts, enfin qui n'est pas présenté comme un shorts. Et là, je peux copier sur les 3 petits points à droite, faire enregistrer dans une playlist ou partager le shorts. Mais sinon, c'est galère. Franchement, c'est galère. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop les shorts, en fait. Et pour ça que je n'en fais pas, surtout. J'ai fait peut-être une vidéo très courte sur la chaîne, mais c'est à peu près tout. Et la plupart de mes vidéos, elles font en général autour des 30 minutes, voire certaines plus d'1 heure, comme celle-ci certainement. Mais restez bien jusqu'au bout si vous avez le temps, parce que c'est très important. Je disais donc qu'à l'époque, en 2022 surtout, j'étais très fan de véhicules tout-terrain, et que maintenant, je me suis un peu moins intéressé. Enfin, je suis toujours intéressé par tous les véhicules tout-terrain et tout ce qui a un moteur, tout ce qui a un vrai moteur, mais que maintenant je me suis un peu plus tourné vers la moto en fait. Et c'est très récent, je pense que c'est depuis que j'ai le permis moto certainement, c'est-à-dire depuis cette année en fait, et depuis peut-être depuis le 5, ça devait être le 5 avril, quelque chose comme ça, bon le premier samedi d'avril, où on avait fait une grande rando organisée par le concessionnaire Chinon Moto, il y avait plus de 160 motos. C'est énorme. Ensuite, on avait fait celle d'Octobre Rose qui s'est passée, comme son nom l'indique, en octobre, le premier samedi d'octobre, donc pile 6 mois après, plus ou moins. Là aussi, il y avait beaucoup de monde, mais il y en avait moins quand même, beaucoup moins. Je pense qu'on était peut-être une trentaine à peine, je sais plus, mais on était moins nombreux. Parce qu'en plus, le matin, il n'avait pas fait très beau. L'après-midi, ça allait mieux, mais le matin, il faisait pas très beau. Bon, la rando, c'était l'après-midi. Donc voilà, on a fait une rando de 3 heures et de, je sais plus, 130 km en tout, quelque chose comme ça. À travers plein de toutes petites routes de campagne en plus. Je sais pas si les riverains, ça leur faisait trop plaisir, mais en même temps, la dernière fois quand on avait fait la balade de plus de 160 motos, donc en avril, les gens étaient contents de nous voir passer, hein, ils sortaient, ils étaient contents. La plupart étaient, la plupart étaient très contents de nous voir, donc voilà. On avait pris des routes un peu plus importantes par contre ce jour-là. On avait pris même un bout de voie rapide de Saumur, donc des belles routes, quoi, des grosses départementales. Donc oui, aujourd'hui, je suis plus motard, effectivement. Et ça s'est ressenti parce que le quad, c'est vrai que j'avais acheté un nouveau quad, mais je m'en suis pas trop servi, donc je me demande si je vais pas le revendre, en fait. On va faire ce qu'il y a à faire dessus. Il y a quelques trucs à régler au niveau du carburateur, je pense. Puis après, je vais certainement le revendre l'année prochaine, je sais pas. Je sais pas encore, j'hésite toujours. Je vais le garder au moins pour cet hiver parce que c'est possible que je l'utilise plus cet hiver, surtout quand ça gèle en fait. Et c'est ça aussi surtout, c'est que
Vaut mieux éviter de prendre la moto quand ça gèle en fait, hein. Le quad, ça peut glisser un peu, mais ça a 4 roues quand même. Je suis plus motard maintenant et j'attends toujours de fêter ma fête motarde, puisque je disais, faut bien que je trouve des motards si je peux pas trop compter sur la famille, quoi. Sachant que là, en plus, on est au pire moment, à une semaine où il fait très froid, où ça gèle, où ça... Il aurait même neigé quelques flocons, mais comme d'habitude, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, ça passe à gauche, ça passe à droite, mais jamais chez nous. Chez nous, il y a eu quelques flocons, mais par contre, à Tours, il y a eu un peu plus. Et puis, bon, forcément, en Lozère, il a bien neigé. En Belgique, je sais pas, parce que je suis abonné à quelques chaînes belges, mais j'ai pas beaucoup. Je me souviens pas que j'ai vu de la neige en Belgique. Mais peut-être qu'il y en a eu un peu en Belgique, dans les Ardennes, là, sur les reliefs. Parce que la Belgique, c'est peut-être le plat pays sur les 3/4 de son territoire. Mais le reste, en fait, il y a quelques reliefs, hein, dans le sud. Dans le sud de la Belgique, le sud-est un peu, il y a quelques reliefs. C'est les massifs des Ardennes et puis après, de l'autre côté, on arrive en Allemagne, c'est la région du Palatinat, ou je sais plus, des monts Eiffel. Il y a les monts Eiffel dans la région allemande par là. Il y a la ville de Trèves par là, pas très loin de la ville de Trèves, qui s'appelle en allemand Trier. Je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que ça se dit Trier même, un truc comme ça, Trier. Et en français, on l'appelle Trèves. Donc voilà. Alors je suis toujours passionné de tout véhicule motorisé à vrai moteur à combustion, quoi. Et c'est pour ça qu'à une époque, je voulais créer une communauté, un lieu, un club où tout le monde puisse se retrouver. Tout le monde peut se retrouver avec leur véhicule et voilà, quoi. Après, je le disais moi-même que certains vont peut-être trouver ça comme une secte, hein, selon certains. Mais je trouvais que j'avais vraiment besoin de soutien et d'autres personnes qui aiment les motos, les quads et tout ça. Ouais, je recherche un peu des motards en quelque sorte. Si j'ai trouvé aussi de l'Orne, j'allais dire la Sarthe, mais non, même il est de l'Orne de l'autre côté plus loin. C'est les balades de Totof, anciennement les 125 du 61, parce que pendant longtemps il roulait en 125. Aujourd'hui il a passé le permis A2 cette année, sauf que moi j'ai mis 16 mois pour l'avoir et lui il a mis 2 semaines certainement. Non, il y a eu 2 semaines entre le plateau et l'examen de route peut-être, mais sinon... Mais il n'a pas mis longtemps à l'avoir son A2, hein. Moi j'ai mis 2 mois entre le plateau et l'examen de route. J'ai mis 2 mois. Mais en tout j'ai fait 50 heures de plateau, 47 heures de plateau exactement et 5 heures de route. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose, hein. Je pense que le plateau, il devrait l'assouplir ou au moins avoir un peu plus de marge de tolérance, je pense. Que ce soit pas parfait à 100%, quoi. Que ce soit bien fait, certes, mais pas parfait. Elle est là la différence. Après, bien sûr, si vous êtes toujours passionné de quad et de motoneige et de petits véhicules en tout genre, vous êtes toujours les bienvenus. Mais maintenant, ça sera un peu plus tourné vers la moto et tout ce qui est un peu plus routier, ouais, sur route. Maintenant, même en moto, je fais plus trop de chemin. Bon, en même temps, vu la météo qu'il fait, c'est pas terrible. Mais je fais surtout de la route avec ma moto, alors que j'y ai mis des pneus semi-tout-terrain en plus.
Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai un pneu hiver à l'avant, alors qu'à l'arrière, j'ai un pneu street enduro, je crois qu'ils appellent ça. Mais en fait, c'est des pneus qu'on a galéré à trouver parce que c'est une taille de jante qui est plutôt super motard, donc qui va plus avec des pneus de route. Euh, c'est des jantes en 17 pouces sur une Yamaha XT 125X, alors que la XT 125R, elle a des pneus plus tout-terrain, un peu plus crampons et des jantes plus grandes en fait. Je crois qu'elle a des jantes 18 pouces à l'arrière et 21 à l'avant, quelque chose comme ça. Alors que la XTX, c'est 17 et 17, c'est pareil. Bon, ensuite, je sais pas où aller, je sais pas trop comment finir cette vidéo, comment faire la fin, la conclusion, la outro, je sais pas comment faire la fin de la vidéo, je sais pas, je sais toujours pas, mais je sais qu'on va rentrer très bientôt, même dans 2 jours, hein, littéralement, dans la période de Noël, puisque pour moi la période de Noël ça dure du 1er décembre jusqu'au 15 janvier, la période des fêtes en général. Et sinon tu as la période de l'Avent qui, comme son nom l'indique, est avant Noël, mais en fait ça n'a rien à voir puisque ça s'écrit avec ENT à la fin. En fait ça vient du latin adventus, qui a aussi donné le mot aventure. Voilà, c'est l'Avent qui a donné le mot aventure. Ça a aussi donné le mot aventure, avènement, peut-être que ça a dû donner avènement aussi certainement. Avenir, ça a dû donner le verbe avenir aussi. Enfin, c'est un verbe à l'origine. Ou advenir. Ah oui, advenir et avenir. Ça a donné tous ces mots-là en fait, je crois, adventus. Et donc ça désigne la période d'avant Noël, qui n'a pas toujours le même nombre de jours. Alors l'avant moderne, effectivement, est considéré parfois comme étant du 1er au 24 décembre, mais traditionnellement, c'est plutôt le 4e dimanche avant Noël, donc ça tombe entre le 27 novembre et le 3 décembre, je crois. Au plus tôt, c'est le 27 novembre et au plus tard, c'est le 3 décembre. Et donc, c'est toujours un dimanche, en fait. C'est le 4e dimanche avant Noël. Et ensuite, effectivement, bon, il y a les différents saints. Il y a Sainte Barbe, Saint Nicolas, peut-être le plus important, puisque c'est du personnage de Saint Nicolas que découle le Père Noël, qu'on appelle Santa Claus dans les pays anglophones d'ailleurs, qui est une des formations de Saint Nicholas, Saint Nicolas, mais via le néerlandais, je crois, en fait. En néerlandais, je sais plus si c'était Sint-Niklaas. En néerlandais, je crois que c'est Sint-Niklaas, mais qui est devenu Sinterklaas aussi, ou je sais plus. Enfin, ça s'est déformé plusieurs fois. Et aujourd'hui, on dit juste Santa, même des fois. Des fois, on dit juste Santa. Santa tell me, nanana. Donc il y a toutes les saints, il y a l'Immaculée Conception aussi le 8 décembre, qui aujourd'hui en France c'est une fête qu'on fait plus du tout, alors je sais plus, je pense que ça serait certainement la conception de la Vierge Marie, puisque on fête aussi des fois la nativité de Marie, et la nativité de Marie c'est le 8 septembre je crois, donc pile 9 mois après l'Immaculée Conception. Ouais, tout comme l'Annonciation, c'est une fête qu'on fait, une fête chrétienne du 25 mars. L'Annonciation, c'est l'Annonciation, en gros l'ange Gabriel, je crois, je sais plus, je crois que c'est l'ange Gabriel, il me semble, qui annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant en restant vierge. Et donc cet enfant, eh bien c'est Jésus, qui naîtra 9 mois plus tard, le 25 décembre. Bon, après, on sait que Jésus n'est probablement pas né un 25 décembre et qu'il serait né 6 mois avant lui-même, mais ça, c'est autre chose. J'ai pas envie de faire polémique à cause de ça, donc je m'abstiendrai de parler plus de Jésus. Mais pourtant, moi, je suis très... on peut pas dire que je sois très catholique, peut-être, mais je suis... j'aime bien Jésus, quoi. Je me réfère pas mal à Jésus, des fois. Et pour moi, Noël, c'est la fête la plus importante de l'année. Donc. Ensuite, on va passer vite fait à Sainte-Lucie le 13 décembre. T'as tous les saints. De toute façon, des saints, il y en a tous les jours. Donc,
Et puis après, voilà. Mais le 8 décembre, l'Immaculée Conception, c'est une fête qui est fériée en Espagne. C'est un jour férié en Espagne, euh, mais pas en France. En fait, en Espagne, c'est une fête qui est très importante, alors qu'en France, personne ne la fête. En fait, c'est une fête qui était fêtée que pour l'inauguration de Notre-Dame de Paris, j'ai l'impression, puisque ça a eu lieu le 8 décembre, l'inauguration de Notre-Dame de Paris, de la reconstruction après l'incendie, justement. Et bien l'inauguration, c'était le 8 décembre 2024. Donc voilà. C'est quand même un exploit, en fait, d'avoir réussi à reconstruire une charpente entière en 5 ans. Moi, je pensais qu'il allait falloir des dizaines d'années et finalement, on l'a fait en 5 ans. À l'origine, ça devait même être pour les Jeux Olympiques de Paris, mais bon, ça aurait été un peu court pour les Jeux Olympiques qui se déroulent en juillet-août. Donc, avec Vianney qui chante Alléluia de Leonard Cohen aussi. Sachant que Alléluia, à l'origine, c'est une chanson qui n'est pas très très catholique, justement. Une chanson un peu sensuelle. Donc, mais bon, Vianney, il a modifié les paroles. Il l'a chanté en français, mais avec des paroles qui n'ont rien à voir avec l'original, en fait. C'est une adaptation, si tu veux, mais assez éloignée du texte original. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia. Et voilà. Je sais pas s'il y a eu d'autres chansons, mais on a retenu surtout le Alléluia de Vianney. Donc voilà. Ensuite, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme fête en décembre. Il y a Saint-Urbain, Saint-Armand, Saint-Théophile, je crois aussi. Sachant que Théophile, ça veut dire littéralement qui aime Dieu. Il y a beaucoup de prénoms comme ça qui sont aujourd'hui un peu désuets, mais Théophile, Théophane, Théodore, Théophraste, Théodule. Mais aujourd'hui, on n'entend plus jamais ces prénoms, quoi. C'est totalement désuet, alors que il y avait un prénom que j'avais jamais entendu avant, c'est Théophraste Renaudot, qui aurait été plus ou moins l'inventeur du journal ou du magazine dans les années... je sais qu'il est né en 1586, je crois, et il est mort en 1653, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc c'est au début des années 1600, au début du XVIIe siècle en gros. Théophraste Renaudot, c'est le père du journalisme moderne en fait, apparemment. Enfin moderne d'il y a 400 ans quoi. Et donc voilà. Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver par exemple. Et après, oui, il y a le réveillon du 24, Noël le 25. Voilà. Et puis, je sais plus, je crois qu'il y a la Sainte Famille, mais je sais plus quand c'est. Et la Saint Innocent, les Saints Innocents qui sont le 28 décembre. C'est un jour où en Espagne, on se fait des blagues comme le 1er avril en fait. En Espagne, c'est pas le 1er avril, c'est le 28 décembre qu'on se fait des blagues et voilà. Et ensuite, il y a le réveillon du 31 décembre, le nouvel an. Le réveillon du 31 décembre, c'est là où en Espagne, on mange les 12 raisins aux 12 coups de minuit, justement. Donc, et après le nouvel an et l'épiphanie qui se fait le 6 janvier normalement, mais j'avais revu aussi quelque part que dans les pays comme en France par exemple, où c'est pas férié l'épiphanie, on peut le fêter le premier dimanche après le nouvel an des fois. Mais normalement c'est plutôt le 6 janvier. Alors que cette année, le premier dimanche après le nouvel an, ça va tomber le 4 janvier 2026, tu vois. Ça va tomber le 4 au lieu du 6. Mais des fois, ça tombe entre le 2 et le 8 janvier, du coup. Donc, c'est pas toujours la même date, quoi. Et ensuite, effectivement, moi, je considère qu'il y a peut-être encore quelque chose après, je sais pas.
Mais ça se termine pour de bon à partir du 17 janvier, je pense, puisque le 17 janvier, ça fait exactement 24 jours après Noël. Donc on compte 24 jours avant, 24 jours après. Enfin, moi j'avais compté comme ça, c'est pour ça que ça va du... Mais on va compter du troisième dimanche après le Nouvel An, du coup. C'est-à-dire le 24, non, le 4, le 11, le 18 janvier. À mon avis, ça va aller jusqu'au samedi 17 pour repartir le dimanche 18 sur les chapeaux de roue. Dans une période un peu creuse, mais bon, on verra ça plus tard. Bon, bah c'est parti, et puis je vous laisse là-dessus. Je pense qu'on a fait une outro de vidéo qui est pas mal. Donc je vous laisse et à bientôt. Et on se retrouve pour le... Je voulais... J'avais prévu mon road trip du 17 et 18 octobre, je crois, ou 18 et 19 octobre. C'était les 18 et 19 même. Road trip dans la Vienne du côté de Montmorillon et Chauvigny. Et j'avais prévu le sortir à l'origine le 6 décembre et puis je l'ai déprogrammé, je l'ai reporté au 20 décembre. Pas parce que j'avais pas le temps de faire le montage, je retrouverai toujours le temps, je pense. Mais parce que le 6 décembre, je voulais une vidéo spéciale pour Saint-Nicolas, en fait, certainement. Et donc, je vais certainement faire peut-être une vidéo que j'ai en stock, mais que je vais rajouter à une section dédiée à Saint-Nicolas, certainement. Donc, voilà. On va voir. On va voir ce qu'on fait pour le 6 décembre, mais ça va arriver vite, donc... Sinon, pour les vidéos, ça va être des vidéos de chansons, de musique, qui vont sortir le 1er et le 4 décembre. Le 4 décembre, il y a 2 singles qui sortent. Et le 1er, il y a l'album de Noël, Maya Maha fête Noël avec ses snowmobiles. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est une compilation en fait de chansons de Noël, de la neige et de motoneige qui ont déjà été enregistrées, mais que vous connaissez déjà, mais pourquoi pas. C'était prévu qu'il y ait une compilation qui ressorte comme ça. Donc allez, je vous laisse et on se retrouve pour bientôt. Voilà. Pour le 6 décembre, pour la prochaine vidéo du samedi. Le 6, le 13, le 20 décembre. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais sortir le 6 et le 13 décembre. Par contre, je pense que je vais mettre le 20 décembre mon road trip et que pour Noël, je vais faire une vidéo spéciale pour Noël, mais je sais pas trop quoi encore. Voilà. Allez, à bientôt. Et le premier slogan de la chaîne, en quelque sorte, que j'avais dit, c'était faites-vous plaisir, c'est le principal. Mais on peut toujours dire ça aujourd'hui si tu veux. Allez. C'est bon. Ah bah maintenant, on n'a plus de temps maximal qui s'affiche, donc ça veut dire qu'on a au moins 1 heure de disponible. Et je pense qu'en vrai, on en a beaucoup plus vu la place que j'ai fait sur mon téléphone là. Je pense que j'ai supprimé une bonne partie de ce qui servait pas, tout simplement, qui avait été déjà transféré sur l'ordi d'ailleurs. Et si c'est pas le cas, je l'ai retransféré maintenant. Donc voilà, on peut y aller désormais maintenant.
Bon bah voilà. De toute façon, maintenant, je suis quasi illimité en place parce que j'ai gagné 20 gigas de place. J'ai fait de la place il y a quelques jours, donc il me reste beaucoup de place maintenant. De quoi faire 20 gigas, presque 20 heures de vidéo certainement.